Alors voilà, on arrive déjà, c'est un sujet qui est sur les turbines à gaz. Et les turbines à gaz, vous allez voir que pour moi, elles sont un peu plus simples que les turbines à vapeur ou les cycles frigorifiques parce qu'il n'y a pas de changement d'état et on va pouvoir utiliser une loi que vous connaissez normalement vraiment bien, qui est la loi des gaz parfaits. Alors les turbines à gaz, quand on parle d'une turbine à gaz, c'est un abus de langage parce qu'on considère l'intégralité de l'installation. Et ici, c'est ce qui est représenté sur les photos ici. Eh bien, quand on regarde une turbine à gaz, la partie réellement turbine, c'est juste ceci ici. Hein, c'est juste la fin de la turbine. Et pareil ici. Donc la partie qui est réellement une turbine, l'équivalent de la turbine dans la turbine à vapeur, eh bien, c'est cette partie-là. Hein, parce qu'une turbine à gaz, en fait, comprend un compresseur, un étage de compression, enfin plusieurs étages même de compression, une chambre de combustion, et ici une partie turbine. Il faut bien différencier. On a ici une chambre de combustion et pas une chaudière comme dans d'autres cycles. Quelle est la différence entre une chaudière et une chambre de combustion? Eh bien, dans une chaudière, il n'y a pas de mélange entre le fluide chauffé et les gaz de combustion. Ici, comme c'est une chambre de combustion, eh bien, en fait, le fluide qu'on cherche à chauffer, on va injecter du carburant dedans et on va réaliser une combustion. Donc en fait, ici, il y a vraiment ajout de combustible et une combustion avec le fluide ici qui est, pour une turbine à gaz, de l'air. Alors, les turbines à gaz, on va en voir deux types. Hein. Alors, il y a celles-ci qui sont illustrées ici, qui sont de type aérodérivative. Pourquoi on dit aérodérivative? Eh bien, parce qu'en fait, leur forme est inspirée des turbines de l'aviation. Hein, aérodérivative, ça veut dire dérivé de l'aéro, donc dérivé de l'aviation. Et donc ça, ce sont des turbines qui sont en fait, donc ça c'est celle qui est ici en dessous, et ici c'est vraiment une turbine aéronautique. Ici, je vais vous montrer une turbine qui là n'est pas aérodérivative, et là, ben, vous voyez qu'en fait, qu'est-ce qui va changer pour une turbine qui n'est pas aérodérivative? Donc, quand je dis aérodérivative, c'est dérivé de l'aviation, mais utilisé en stationnaire, donc installé, placé pour produire en fait de l'électricité. Donc en fait ici, si je reviens ici, ben, le but de la turbine, c'est de faire tourner l'axe de compression, mais on va le voir par la suite, en fait, le travail de compression est plus petit que ce que je peux produire en détente, et donc, au bout de l'arbre, on va venir placer à ce moment-là une génératrice de courant, un générateur de courant, comme dans le cas d'une turbine à vapeur. Et donc, la turbine ici va produire plus de travail que la compression, et cet excédent de travail va être converti en électricité. Je vais vous montrer une autre illustration. Là, c'est une coupe d'une turbine qui n'est pas aérodérivative. Hein, et dans cette coupe, bien là, on va voir que les arrivées d'air, forcément, sont un peu plus imposantes. Et la chambre de combustion, on va voir ici, elle est, enfin, on pourrait quand même dire qu'elle est légèrement pensée aérodérivative parce que la chambre de combustion est très compacte également. Et donc, en fait, si vous devez suivre le chemin de l'air, il passe en fait ici uniquement sur l'extérieur. Donc, je vais essayer de vous illustrer ceci avec une couleur. Donc, on va voir l'extérieur, l'air qui rentre par ici. L'air ici est froid. Il passe sur l'extérieur, hein, où vous voyez toutes les petites ailettes. Donc ici, la partie, c'est pour ça que c'est rayé. En fait, c'est une partie d'axe qui est pleine. Hein, et l'air, ici, eh bien, il va chauffer petit à petit. Et donc là, je vais prendre une autre couleur. Il va passer ici, hop, en jaune. Il va avoir la combustion. Et là, après, il va, donc dans la zone de combustion, il va chauffer. Hein, et donc ici, hop, on va avoir quelque chose comme ceci, beaucoup plus chaud, et puis il va repartir par là. Vous voyez qu'en fait, on passe d'une grande section de passage à une section qui est de plus en plus petite. Pourquoi? Parce que, justement, comme le gaz est en train d'être comprimé, eh bien, son volume massique diminue fortement. Et puis alors après la zone de combustion, là, quand on commence à détendre, eh bien, le gaz se détend et donc occupe de plus en plus d'espace. Et là, vous voyez qu'à nouveau, la section passage, c'est juste la section extérieure. Ici, à l'intérieur, il n'y a rien qui passe. Je vais vous montrer également une dernière photo avant de vous laisser avec une petite vidéo, une animation qui vous permettra peut-être un peu mieux de comprendre comment cela se passe.
Donc voilà, ça c'est une turbine qui n'est clairement pas aérodérivative parce que là vous voyez en fait que sur cette turbine on a toujours, donc là c'est ce qui était peut-être moins évident en coupe, mais donc on a en fait l'arrivée d'air qui est sur tout l'extérieur en fait ici, hein, et donc la section, donc l'air va rentrer ici, et ça c'est à 360 degrés quoi, donc il faut imaginer que l'air rentre. On a du coup des étages de compression, on a beaucoup d'étages de compression qui sont ici de plus en plus étroits. Alors, on ne le voit pas forcément que c'est plus étroit parce que, en fait, ce n'est pas le diamètre extérieur qui est vraiment de plus en plus petit, mais c'est, comme on le voit ici hein, sur la photo précédente, en fait, c'est le diamètre intérieur qui est en train de grandir. Donc ici, c'est le diamètre intérieur qui grandit et l'extérieur qui rétrécit un petit peu. Bien ici, on voit la même chose. Donc, le diamètre extérieur rétrécit, mais aussi les ailettes sont de plus en plus petites. Ok, et puis alors après, ici, la chambre de combustion, ben là, vous voyez que c'est pas du tout ce qu'on voit sur un avion, parce que la chambre de combustion est complètement externe. Et on va avoir une chambre de combustion qui va, du coup, être extérieure. Donc le fluide ici va monter dans la chambre de combustion, va redescendre et va, à ce moment-là, venir se détendre sur les quelques étages, ici, de turbine. Ok. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut avoir une chambre de combustion déportée? Ben, en fait, c'est beaucoup plus facile, cette chambre d'accès. On peut choisir un design beaucoup plus libre que lorsqu'on est proche ici qu'on essaye de faire la turbine la plus compacte possible. Tout ce qui est système aussi, en fait, il faut savoir que toutes ces turbines sont équipées de pas mal de systèmes de sécurité, hein, anti-explosion, au cas où il y aurait des anomalies de fonctionnement et que la turbine est plus ou moins à l'arrêt, qu'il y a un mélange air-gaz qui est là mais qui n'est pas en train de brûler, etc. Donc il y a tous des systèmes d'incendie et anti-explosion qui sont placés sur la turbine. Et donc dans ce genre de système, eh bien, on peut avoir un meilleur contrôle sur tout ça. Et sur une turbine de grande puissance, eh bien, ça va être plus facile de gérer et d'avoir une belle zone de combustion ainsi. Et donc sur des turbines qui sont des turbines stationnaires pour production d'électricité, on va fréquemment avoir ce design avec des chambres de combustion qui sont extérieures. Et donc vous voyez qu'ici on a deux chambres de combustion. On ne sait pas faire à 360 degrés, mais il y en a une chambre de combustion à gauche. Et là on a une chambre de combustion à droite hein, qui est partiellement découpée ici pour pouvoir avoir une vue sur la turbine. Alors je vous laisse maintenant regarder la petite vidéo de General Electric. J'ai coupé un morceau de cette vidéo, mais pour ceux qui veulent voir la vidéo entière, je vous donnerai le lien YouTube en dessous de cette vidéo. Bon visionnage. First, air is drawn in through one end of the turbine. In the compressor section of the turbine, all those air molecules are squeezed together, similar to a bicycle pump squeezing air into a tire. As the air is squeezed, it gets hotter and the pressure increases. Next, fuel is injected into the combustor where it mixes with the hot compressed air and is burned. This is chemical energy at work. Essentially, this is what happens in your family car's engine, but at about 2,900 times more horsepower. Actually, it's exactly like the turbine engines on jet airplanes. The hot gas created from the ignited mixture moves through the turbine blades, forcing them to spin at more than 3,000 RPMs. Chemical energy has now been converted into mechanical energy. The turbine then captures energy from the expanding gas, which causes the drive shaft, which is connected to the generator, to rotate. That generator has a large magnet surrounded by coils of copper wire. When that magnet gets rotating fast, it creates a powerful magnetic field that lines up electrons around the coils and causes them to move. The rotating mechanical energy has now been converted into electrical energy, because the movement of electrons through a wire is electricity. In what's called a combined cycle power plant, the gas turbine can be used in combination with a steam turbine to generate 50% more power. The hot exhaust generated from the gas turbine is used to create steam and a boiler, which then spins the steam turbine blades with their own drive shaft that turns the generator. What you end up with is the most efficient system for converting fuel into energy. And that's your GE Gas Turbine 101.
The gas turbine, the beating heart of every combined cycle power plant. The piece of machinery that mixes air with fuel and turns it into the power that lights up lives and drives growth around the world. And GE's HA technology is pushing the boundaries of what's possible. GE configured the HA gas turbine solution to deliver unmatched levels of performance with the world's most innovative advanced materials, cooling, aerodynamics, combustion, and digital capabilities. GE's HA turbines provide the most cost-effective conversion of natural gas to electricity in their class, with record-breaking combined cycle efficiency. In an ever-changing world, versatility is critical. We developed HA technology to accommodate a wide gas variability, including liquid fuels. The turbines also have the flexibility to ramp up and turn down quickly while maintaining emissions compliance, helping to meet increasingly dynamic grid demands. The turbine enables the lowest air emissions across all forms of fossil fuel-based power generation, while also using less water. We only have one Earth. To us, sustainability is key. GE then validated HA technology at the world's most comprehensive gas turbine testing facility, GE's Test Stand 7 in Greenville, South Carolina, a unique capability that only GE can offer. By pushing all 4 HA gas turbine models past real-world conditions, we can bring new technological advances to the power industry and give customers the confidence in knowing they have been thoroughly tested and proven before the first unit in the field ever achieved first fire. Now, GE delivers on these promises, delivering the world's most advanced, efficient gas power plants in the world, all across the world. First GE HA combined cycle power plant was commissioned in Bouchon, France, and was immediately celebrated for achieving an unprecedented net efficiency of 62.22%. And we're not stopping there. Plants with this unprecedented HA technology are also becoming a reality in Japan, the United States, and Pakistan. With HA units being installed on nearly every continent, GE's Gas Power Systems is driving towards our commitment of powering everyone. Voilà, alors j'espère que ces vidéos, qui sont des vidéos commerciales et donc pas toujours scientifiquement exactes, notamment la vidéo où vous voyez en fait l'air représenté par des bulles qui passent vraiment partout à l'intérieur de la turbine, alors qu'au final il passe vraiment juste sur le conduit extérieur, enfin ce genre de choses. Ben, en tout cas, j'espère que ces vidéos, il y en a certaines qui vous montrent plusieurs vues éclatées d'une turbine, vous auront un peu mieux compris comment était constituée une turbine. Ici, en tout cas, on va se reconcentrer sur un modèle thermodynamique très simple, donc qui va se concentrer sur le fluide plutôt que sur les éléments mécaniques. Donc le modèle en fait de la turbine, eh bien, il est constitué de 3 éléments ici, parce que la turbine, pour rappel, donc c'est un cycle qui va être ouvert. C'est un système ouvert, donc ça veut dire qu'on va avoir à chaque fois des éléments, donc les transformations vont se faire en système ouvert, on va avoir à chaque fois des éléments qui sont traversés par un fluide de manière constante. Donc ici, dans un compresseur, j'ai tout le temps de l'air qui rentre et tout le temps de l'air qui ressort. C'est un compresseur ici qui n'a pas la forme d'un compresseur à piston, c'est vraiment plutôt un turbocompresseur, et donc il fonctionne lui avec toujours de l'air qui rentre en permanence et de l'air qui ressort. On pourra peut-être en reparler si on a le temps dans les questions-réponses, mais donc ici on va avoir une action en permanence, et ce n'est pas une action qui va être une action volumétrique. Dans un compresseur à piston, c'est ce qu'on appelle un compresseur volumétrique, où on va vraiment jouer sur le volume. On va en fait accélérer le fluide, donc augmenter son énergie cinétique, et puis on va transformer cette énergie cinétique en pression lorsqu'on va ralentir celui-ci. Donc c'est un peu particulier, mais donc ici, on aura bien quelque chose qui est un système qui est ouvert. Alors pourquoi est-ce que le cycle est ouvert? Eh bien parce que à la fin d'une turbine à gaz, on rejette en fait des gaz comburés, des gaz brûlés, dans lesquels il y a beaucoup moins d'oxygène, et donc on ne pourrait pas réutiliser ces mêmes gaz. Et donc en fait ici, on va toujours prendre de l'air frais et rejeter des gaz comburés.
on le rejette, on prend l'air à pression atmosphérique et on rejette forcément également dans l'air et donc on va rejeter à pression atmosphérique. Ça, c'est une des caractéristiques dont on parlera et qui est très importante ici, hein, parce que le cycle à vapeur, vu qu'il s'agit d'un cycle fermé, il n'y a pas de référence de pression et donc on va aller choisir une pression en fonction de la température de la source froide et une pression qui sera beaucoup plus basse que la pression atmosphérique. Ici, on est limité, on va devoir commencer au point 1 à pression atmosphérique et on doit rejeter au point 4 à pression atmosphérique également. Hein, du coup, on va bien avoir ici deux niveaux de pression à nouveau, un niveau de pression à 1 et 4 et un autre niveau en 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, le principe ici, c'est qu'on va passer d'abord dans un compresseur, puis dans une chambre de combustion, et puis on va détendre dans une turbine. On va repartir du fait, hein, si vous vous souvenez ce qu'on avait vu avec les gaz parfaits, on avait vu, tiens, mais en fait, ça demande plus d'énergie de faire une compression d'un gaz chaud que d'un gaz froid. Hein, si vous vous souvenez, on avait dit, tiens, mais en fait, le travail, c'est quoi? Eh bien, on va avoir, c'est l'air dans un diagramme TS, et si on regarde le TDS, si vous vous souvenez, on avait dit, tiens, T delta S, bien, plus T est haut, pour un même delta S, et bien, plus on aura de travail. Ok, et donc, comprimer un gaz qui est à 20 degrés va demander moins de travail, 20 degrés à 1 bar, que de comprimer un gaz qui est à 300 degrés à 1 bar. Et bien, c'est justement ça qu'on va utiliser comme principe dans la turbine à gaz. En fait, on va venir dans une turbine à gaz comprimer un gaz froid. Et donc ici, un gaz froid, donc on va être à peu près à 20 degrés Celsius. On va ressortir ici du compresseur déjà à une température de 500-600, voire 700 degrés Celsius. Et puis on va rentrer dans la chambre de combustion et là, on va ressortir à des températures de 1500 degrés Celsius. Et on va détendre. Eh bien, en fait, comme je vous dis, comprimer un gaz chaud, ça demande plus de travail. Eh bien, en fait, détendre un gaz chaud va donner plus de travail que détendre un gaz qui est froid. Hein, donc typiquement, si je faisais une compression jusqu'à 700 degrés et puis une détente de 700 à 20 degrés, eh bien, je vais normalement avoir plus ou moins le même travail de compression que le même travail de détente. Eh bien, ici, je vais faire une compression de 20 à 700 degrés et je vais passer de ces 700 degrés à quelque chose comme 1500 degrés et donc je vais faire une détente qui, cette fois-ci, va libérer beaucoup plus de travail qu'une détente qui aurait été de 700 à 20 et je vous ai dit, la détente de 700 à 20, c'est la même chose que la compression de 20 à 700 degrés, et bien donc en fait je vais avoir une turbine qui va me produire un travail beaucoup plus grand que ma compression. Et bien c'est vraiment ça qui va nous permettre du coup de récupérer plus de travail in fine. Donc je vais faire une compression, je chauffe, et comme j'ai chauffé, ma détente va produire plus de travail. Qu'est-ce que ça m'a coûté? Eh bien ça m'a coûté le flux de chaleur à la source chaude. Le flux de chaleur à la source chaude, eh bien c'est la chaleur libérée par la combustion dans la chambre de combustion. Ici, est-ce que j'ai une perte à la source froide? Eh bien, pas vraiment de perte réelle à la source froide, parce que je dis, ok, de 4 à 1, eh bien, c'est un cycle qui est ouvert, et donc je n'ai pas de transformation de 4 à 1, mais dans les faits, effectivement, en fait, mes gaz en 4 que je rejette à l'atmosphère, eh bien, tout ça, c'est de la chaleur perdue, et donc c'est de la chaleur qui est rendue à la source froide au final. Okay. Et donc je pourrais virtuellement tracer ici une transformation entre 4 et 1 qui est le fait que mes gaz 4, je les relâche à l'atmosphère et l'atmosphère, elle est aux conditions 1. Okay. Alors ici, c'est une représentation qui est vraiment typique pour les turbines à gaz. Donc on a bien en fait un sens de rotation. Ici, j'ai pas un vrai sens de rotation parce qu'à nouveau, j'ai toujours pas de vraie transformation, mais donc j'ai un sens de rotation qui est horloger et donc je vais avoir ici un cycle qui est moteur, qui va produire du travail. Ici, c'est un peu particulier parce qu'on dit, tiens, en fait, le compresseur et la turbine à gaz, ils sont sur le même axe. Bien oui, parce qu'en fait, ici, je vais faire purement du transfert mécanique. J'aurais pu dire, et ça c'est ce qui se passe dans une turbine, dans une centrale vapeur, et bien la turbine va produire de l'électricité, et puis en fait je vais alimenter ma pompe par de l'électricité également, à un autre endroit du circuit. Et en plus, là la consommation de la pompe elle est négligeable, mais quand on fait des vrais bilans, je vais l'intégrer même si elle est très faible, etc. Bien ici, je vais tout mettre sur le même arbre. Donc en fait, je vais avoir mon compresseur qui va être alimenté par quoi? Par le fait que la turbine, elle va produire beaucoup de travail, qui va faire tourner un arbre, et cet arbre, en fait, va venir faire tourner le compresseur et tourner, en fait, ici, mon alternateur. Okay. Et donc, la somme, au final, du travail de l'alternateur plus le travail du compresseur est égale à ce qui est produit par la turbine.
C'est un système qui a une transmission qui est purement mécanique et donc ça a un rendement qui est relativement élevé. Hein, plus que si je devais justement avoir production en fait d'électricité et puis transport de cette électricité, à nouveau transformer l'électricité en travail mécanique. À chaque fois, il y a des rendements en conversion électrique qui sont là, même si les rendements sont très bons, mais il y a à chaque fois des petites pertes. Et ici, donc, j'ai un cycle sur lequel tout est sur le même arbre. Ok? Alors ici, c'est un cycle très simple et vous verrez que si on commence à faire des cycles qui sont plus complexes, parfois on peut avoir des cycles avec 2 arbres, ce genre de choses. Mais ça, ce sera de la matière que vous verrez dans les cours suivants. Et ici, on va se limiter aux cycles qui sont très simples. Ok, alors donc ça, c'est pour le modèle thermodynamique. Ce modèle thermodynamique, bien maintenant, quand je le regarde dans un diagramme, ici, je vais utiliser un diagramme à nouveau HS. Hein, donc, pourquoi pas un TS? Bien, parce que, et ça c'est la même chose que pour les cycles frigo, eh bien du coup, en fait, si on fait un HS, on verra tout de suite les grandeurs. Hein. On va y revenir par la suite, mais surtout, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'ici, en fait, comme on va utiliser une loi des gaz parfaite, eh bien H c'est quoi? Eh bien H c'est Cp fois T. Pour un gaz parfait, Cp est constant et donc on aura juste Cp fois T, S. Et donc en fait, ici c'est un diagramme TS avec une constante Cp. Et donc au final, ça va avoir exactement la même forme dans un TS ou dans un HS. Hein, si vous appliquez justement cette constante, au lieu d'avoir, vous appliquez un facteur 1 sur Cp sur votre diagramme H et vous dites voilà mon échelle c'est 1 sur Cp fois H, eh bien c'est exactement un TS, quoi. Ok, alors pourquoi est-ce que je dis que c'est directement dans un HS on va tout voir? Eh bien parce qu'en fait, ce que vous allez voir, donc les parties, les hauteurs dans le diagramme HS, ça va être vos variations d'enthalpie. Et variation d'enthalpie, pourquoi est-ce qu'on peut tout voir? Eh bien parce que le travail moteur, que ce soit sur le compresseur ou sur la turbine, eh bien on va avoir Wm, comme on est en système ouvert, c'est Wm est égal à delta H moins Q. Et on va dire ici dans les deux cas qu'on isole complètement le compresseur et la turbine, et donc Wm égale à delta H. Ah, et dans la chambre de combustion, ben dans la chambre de combustion on a Wm. Donc ça c'est la chambre de combustion, là c'est compresseur et turbine. Donc dans la chambre de combustion, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir Wm égale delta H moins Q. Mais dans cette chambre de combustion, eh bien, il n'y a pas de travail moteur. Vous pouvez voir ça comme un simple échangeur de chaleur. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a Q est égal à delta H. Ok, ben donc vous voyez bien en fait ici que bien ça c'est la partie verticale ici, c'est ce qui est apporté à ma chambre de combustion. La partie en fait ici verticale, c'est ce qui est produit comme, enfin ce qui est fourni comme travail au compresseur. Et là c'est ce que la turbine va produire. Ok, donc vous voyez ici que votre rendement, ça va être quoi? Bien ça va être ce que produit la turbine, moins ce qui va être pris par le compresseur. Hein, donc ça, c'est ça qu'il faut regarder. Dans un cycle à vapeur, on regarde juste ce que la turbine produit parce qu'on néglige ce qui est donné au compresseur. Mais ici, on va devoir réduire. Alors ici, ben, vous prenez à peu près cette hauteur-là. Ok, donc ça, c'est le travail compresseur. Donc ça, vous le perdez. Et donc ça, c'est ce qui va être produit par votre turbine. Et donc si je regarde, ah ok, ça c'est ma turbine. Et ça, c'est en fait ma chaleur. Eh bien, je peux déjà, parce que pour rappel, le rendement, ça va être la même chose. C'est le travail que je récupère divisé par le flux de chaleur à la source chaude, eh bien j'aurai un rendement ici grosso modo on va dire 35%. Ça c'est ce qui est un peu représenté. Donc là aussi visuellement je peux directement voir en fait mes différentes transformations. Alors pour rappel ici donc je pars, donc j'ai 2 niveaux de pression dans ma turbine. Donc ça c'est le niveau P1 et ça c'est le niveau P2. Donc P1, ben ça c'est l'atmosphère. Attention qu'ici, ben donc vous avez en trait continu les transformations. Et ici, en trait discontinu, déjà ben, de 4 à 1, ce que je vous ai dit, c'est pas vraiment une transformation qui existe. Hein, c'est juste pour dire que vous êtes sur la même isobare parce que vous relâchez à la même pression. Et ici, en discontinu, ben, ce que vous avez également, ben, c'est de 1 à 2S. Donc ça, c'est dire, tiens, qu'est-ce qui se passe si j'ai une transformation isentropique? Et ça, c'est mon point 2 réel, qui peut être, pour rappel, soit exprimé avec un rendement isentropique, soit exprimé avec un rendement polytropique interne. Hein, et donc, le point 2, je le trouve par rapport au point 2S. Et puis alors après, j'ai mon point 3.
mon point 4S qui est toujours sur l'isentropique et mon point 4 qui est réel, qui lui aussi, en fait, peut être trouvé grâce à un rendement isentropique ou un rendement polytropique interne. Ok, ça c'est pour le schéma, le diagramme HS et les transformations. Donc, ici, c'est peut-être un peu rapide, hein, mais ce sont toutes des transformations que vous connaissez et sur lesquelles on a longtemps travaillé. Hein, donc, des compressions isentropiques, des compressions polytropiques, etc. et une détente isentropique ou polytropique. Et là, il s'agit juste d'un chauffage de gaz isobare. Alors, le flux de chaleur à la source chaude, eh bien, ce qu'on va avoir, c'est H3 moins H2. Le flux de chaleur à la source froide, lui, c'est H1 moins H4. Comme je vous ai dit, c'est un flux de chaleur qui est virtuel parce que c'est pas vraiment un échange de chaleur avec une source froide, c'est vraiment juste la chaleur qui est relarguée sur l'extérieur. Ici, je peux calculer mon travail de compresseur bien comme l'intégrale de 1 à 2 de VdP plus WF. Je néglige le delta K et le delta G delta Z. Le G delta Z, pourquoi? Parce que on peut dire justement que sur mon compresseur, tout va se trouver sur le même axe. Hein. Pour rappel, si vous regardez sur les vidéos, eh bien tout est à l'horizontale, donc j'aurai d'office pas de G delta Z. Et pour le delta K, eh bien l'accélération-décélération du fluide est négligeable par rapport à la quantité de chaleur amenée par la compression, quoi. Et donc j'ai ici H2 moins H1. Ou par exemple, ça c'est pour vous rappeler, avec un rendement isentropique, il suffit de calculer H2S moins H1 et le diviser par le rendement isentropique interne. Pareil, la turbine, là j'ai H4 moins H3 et le travail de la turbine, il faut bien faire attention, il sera négatif alors que celui du compresseur, lui, est positif. Ok ? Et donc là c'est pour rappel le fait que le travail du moteur, c'est quoi? Eh bien, c'est la différence entre Q1 et Q2, mais c'est aussi surtout, ici je vais avoir le travail de la turbine plus le travail du compresseur. Vous me dites, ah oui, mais attention, est-ce qu'on n'avait pas dit que ce que je récupérais, c'était la turbine moins le compresseur? Oui, mais ceci est négatif, ceci est positif, et donc si vous faites la somme des deux, eh bien vous allez avoir quelque chose qui est négatif ici, quelque chose qui est positif là. Le total sera quelque chose qui est négatif, mais plus petit que le travail de la turbine. Le rendement total du cycle, ici, eh bien, c'est Wm sur Q. Ici, j'ai oublié de mettre, vu qu'il est ici négatif, je dois mettre ici des barres pour prendre la valeur absolue. Et donc ici, j'ai 1 moins mon flux de chaleur en Q2 sur le flux de chaleur en Q1, pour rappel. Okay, donc ça, c'est toujours les mêmes formules pour le rendement. Qu'est-ce que je peux également regarder? Eh bien, ici, on va tout de suite regarder quels sont les paramètres d'optimisation, les limites et les contraintes. Eh bien, la contrainte la plus simple à voir, j'ai des contraintes naturelles et des contraintes technologiques. La contrainte naturelle ici, c'est mon point 1 et mon point 4, ils sont à pression atmosphérique. Et même le point 1, je le prends sur l'extérieur, et donc c'est de l'air ambiant. Ok, et donc effectivement, plus il fait froid dehors, plus votre rendement normalement sera efficace, sera grand. Pourquoi? Parce que là, justement, j'aurai ma température de source froide qui sera la plus basse possible. Et donc, pour rappel, c'est avoir le plus grand écart entre la température de source chaude et la température de source froide. Après, comme je vous l'avais déjà dit, c'est pas toujours vrai parce que quand il fait plus froid dehors, vous avez aussi les hypothèses du fait que dire que mon compresseur est parfaitement isolé et ne perd pas de chaleur et que ma turbine ne perd pas de chaleur, qui sont également plus fausses quand il fait froid dehors parce que vous allez avoir plus de perte de chaleur s'il fait plus froid, etc. Et donc, mais par contre, il y a effectivement, quand il fait trop chaud, vous allez diminuer votre rendement et donc il y a certaines technologies dans des pays chauds qui sont par exemple le fait d'humidifier un peu l'air. Donc parce que si vous êtes dans un pays chaud où l'air est très sec, vous rajoutez de l'eau dans votre air, ça va diminuer sa température d'entrée et ce genre de choses. Il y a plein de petites améliorations qui peuvent être apportées au cycle, qui existent et qui sont très intéressantes à découvrir. Mais que vous découvrirez dans le cours de machine motrice avec Monsieur Van den Doren pour ceux qui l'auront. Alors, le rendement thermique, donc du coup ici, c'est, pour rappel, la valeur absolue de H4 moins H3, donc le travail de la turbine, plus H2 moins H1 sur H3 moins H2, donc ça c'est ce qui est reçu à la source chaude. Donc. Alors je disais donc que 1 et 4, eux, étaient limités en pression.
Ok. Et le 4, bah, lui, n'est pas vraiment limité en température. Vous pouvez, entre guillemets, rejeter à la chaleur que vous voulez. Mais si vous avez remarqué, on n'en parlera pas ici, et on en avait déjà parlé au tout début du cours, eh bien, si le 4 est à une température qui est relativement élevée, ce qu'on fait très souvent maintenant, c'est qu'on va réutiliser cet air rejeté à une température élevée pour alimenter la chaudière d'un cycle à vapeur et créer les turbines gaz-vapeur, hein, c'était rappelé dans la petite vidéo de General Electric. Et donc, on va à ce moment-là augmenter le rendement global du cycle parce qu'on va réutiliser ici une partie de la chaleur qui aurait été, si on avait fait une turbine classique, qui aurait été rejetée directement vers l'extérieur. Hein, ça a des petits inconvénients dans le sens où une turbine à gaz seule est beaucoup plus réactive. C'était rappelé dans la vidéo, mais donc elle monte très vite en régime, alors que la partie vapeur va prendre plusieurs heures. Donc pour une turbine à gaz, on peut avoir du suivi de crête beaucoup plus fort que pour une turbine, pour la partie vapeur de la turbine à gaz. Mais bon, il y a des systèmes qui existent, hein, donc des systèmes justement qui permettent de bypasser la partie vapeur si vous voulez monter très vite en puissance pour la turbine à gaz et que le cycle à vapeur suive seulement plus tard. Vous détériorez le rendement global, mais en tout cas, ça vous permet de faire du suivi de pic, ce qui est justement demandé pour le moment sur le réseau, comme on en a déjà discuté, c'est ce qui est demandé par le fait qu'il y ait des énergies qui sont intermittentes, comme l'éolien, etc. Et donc, vous pouvez à ce moment-là moduler plus facilement la puissance de votre turbine gaz ou de votre turbine gaz-vapeur. Donc ça c'est pour les contraintes naturelles sur le point 1 et le point 4. Donc le point 4 juste en pression, le point 1 en pression et en température. Le point 2, bien lui, il n'y a pas vraiment de contrainte sur la pression ni sur la température, mais il va dépendre fortement du point 3. Parce qu'en fait le point 3, la même chose que pour la vapeur vive, ici en fait au point 3, on va avoir des contraintes de pression et de température qui sont imposées par les limites technologiques. Alors ici, on va être à des pressions qui sont plus faibles qu'avec la vapeur, on va plutôt se retrouver à des pressions de l'ordre de 20, 22, 23 bars, mais on va être à des températures qui sont beaucoup plus élevées. On va fonctionner avec des températures qui sont plus élevées parce que on va avoir des zones de combustion, etc., qui sont beaucoup plus faibles que la chaudière dans un cycle à vapeur, et donc on va avoir on va pouvoir utiliser des matériaux différents et beaucoup moins de matériaux, et donc on va partir sur des céramiques, etc., qui sont beaucoup plus chers. Hein, et il faut savoir que le premier robage de la turbine, hein, vous avez vu dans les vues éclatées, c'est des petites ailettes qui font de l'ordre de 10-15 cm de haut. Eh bien, une ailette coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, quoi. On va partir sur des valeurs à 50-60 000 euros la petite ailette, quoi, pour le premier étage de turbine, parce qu'on va partir sur des matériaux très compliqués avec à l'intérieur justement pour qu'on puisse atteindre ces températures-là. Et c'est des choses qui sont plus difficiles à faire justement sur une turbine à vapeur. Bien, pour atteindre ces températures-là, on va avoir toutes des petites trous, des refroidissements. Donc on va réinjecter de l'air froid à tout petit débit pour refroidir le matériau à l'intérieur de l'ailette, etc. Et donc c'est vraiment des technologies très, très compliquées. Et qui demandent vraiment toute une ingénierie derrière. Alors à l'heure actuelle, je pense que les turbines les plus performantes et les plus récentes vont peut-être monter avec des matériaux jusqu'à 1600 degrés Celsius, quelque chose comme ça, pour le premier étage de turbine, quoi. Là, comme le gaz se détend, la température chute relativement vite, hein, donc c'est vraiment le premier étage qui est vraiment le plus critique. Et parfois, certains étages plus bas sont moins critiques, et donc les ailettes sont moins chères. Et par contre, elles sont un peu plus grandes, justement, vu que le gaz se détend et que le passage de gaz à ce moment-là est plus grand. Donc voilà, ça c'est pour vous parler des contraintes vraiment de la turbine. C'est très intéressant à voir, hein, et pourquoi aussi, oui, je vous parlais de démarrage et de temps pendant lesquels la turbine peut monter en puissance. Je parlais de temps de réactivité pour du suivi de crête, pour une turbine de l'ordre de 30 minutes à 1 heure. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que là, je parle d'un démarrage qui se fait quand même à chaud. Hein, donc ça veut dire que votre turbine était déjà en train de tourner à très bas régime ou autre, parce que si vous avez un démarrage à froid, c'est un peu plus long. Hein, et pourquoi? Parce qu'en fait, comme le gaz passe au cœur de la turbine, eh bien vous avez une partie qui est la partie qui tourne, qu'on va appeler la partie rotor, la partie rotorique, et vous avez l'extérieur de la turbine qui là a une partie fixe.
hein, et il ne faudrait pas, si vous démarrez, que vous montez trop vite en puissance, eh bien, comme l'extérieur et la partie extérieure est en contact avec l'air, etc., eh bien, cette partie-là, elle refroidit. Le cœur, pas, enfin moins en tout cas. Et donc, en fait, ce que vous risquez d'avoir, c'est que l'intérieur, la partie rotorique qui tourne, se dilate plus rapidement que l'extérieur. Et donc, vous devez bien faire attention à ce genre de choses, parce que si vos ailettes se dilatent plus vite que le corps, qui lui, comme il est en train de refroidir avec l'air extérieur, eh bien, il perd une partie de la chaleur, il chauffe moins vite, eh bien, vous risquez d'avoir vos ailettes qui vont venir du coup frotter sur votre partie extérieure, et là, c'est du coup très problématique. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais pourquoi est-ce que on ne va pas du coup laisser un espace plus grand, etc. Toutes ces pièces sont vraiment millimétrées parce que si vous laissez un espace plus grand, eh bien, il y a beaucoup d'air qui va passer dans votre turbine sur l'extérieur, qui ne va pas vouloir passer à l'intérieur de votre turbine. Et donc, vous allez avoir un grand bypass. Et si vous avez du bypass, c'est de l'énergie qui est perdue. Hein, le but, c'est vraiment, c'est comme si vous étiez en train de dire, oui, mais moi, j'ai un couloir d'air qui fait 60 cm de diamètre et je viens mettre une toute petite éolienne au milieu, elle va pas bien tourner, alors que si vous prenez une belle éolienne, elle va bien, enfin une belle hélice, elle va vraiment bien tourner parce qu'elle va vraiment être occuper en fait tout le couloir de vent et bien occuper la surface de vent. Alors, la dernière chose que je voulais voir avec vous dans cette vidéo, c'est un exemple réel. Alors, un exemple réel, ici j'ai repris une petite turbine, et une turbine qui est relativement ancienne, mais pour laquelle j'avais vraiment toutes les caractéristiques. Et donc cette petite turbine, enfin pourquoi je dis une petite turbine? Parce qu'elle fait 230 MW, et à l'heure actuelle, on va avoir des turbines à gaz qui vont monter jusqu'à 300, 400 MW, quoi. Attention, juste pour la turbine à gaz ici, parce qu'on va parler de cycles turbine gaz-vapeur combinés qui vont faire 6, 700, voire 800 MW. Bien, ça c'est pour la turbine à gaz plus le cycle à vapeur, quoi. Donc ici, on a une relativement petite turbine. 230 MW, ça devient quand même des puissances intéressantes, parce que ça fait entre 100 et 200 éoliennes, quoi. Donc ça devient quand même de la belle machine, quoi. Ici, ce qu'on va avoir, donc, c'est une température extérieure qu'on a pris à 15 degrés. Une température, ici, vous voyez aussi, c'est là qu'on peut voir qu'elle est un peu plus ancienne parce que la température max est de 1400 degrés Celsius. Un rapport de compression de 18. Je vous ai dit maintenant, on monte un peu plus haut également. Un rendement de compresseur de 90%, un rendement de turbine de 90% également, et un rendement mécanique ici. Donc ça, ça c'est la chambre de combustion, mais ça ne sera utile que pour calculer les débits de combustible. Donc un rendement de combustion de 95% et une perte mécanique ici de 0,15, donc d'1,5%. Donc un rendement mécanique de 98,5%. Alors ici, les différents états, vous voyez qu'on part d'une pression d'un bar, 100 kPa, ça c'est un bar, qu'on monte à 18, et entre la chaudière, enfin dans la chambre de combustion, pardon, c'est pas une chaudière, c'est une chambre de combustion, et donc ici, en fait, vous allez passer de 18 à 17,1. Pourquoi? Bien à cause des frottements. Nous, on fera l'hypothèse d'une isobar, mais comme l'exemple que j'avais donné pour le cycle à vapeur, eh bien ici, dans une turbine à gaz, on va avoir des frottements, et donc la pression ne restera pas parfaitement la même. On va avoir une compression qui va aller, comme c'est 18, on n'atteindra pas les 500-600 degrés Celsius dont je vous parlais tout à l'heure, mais on va partir en plus de 15 degrés, donc on va partir de 15 degrés, arriver à peu près à 430 degrés. Si on a 20 ou 21 ou 22, on va forcément monter plus haut en température. Ici, l'enthalpie, vous voyez qu'en fait c'est juste le CP de l'air multiplié par la température. Ici, c'est un peu plus que le CP de l'air. Pourquoi? Bien parce que ici, c'est toujours le CP de l'air, mais ici, ça va être un peu plus le CP de l'air que le CP de l'air parce qu'on va avoir des gaz de combustion. Et donc, ici, donc vous voyez à chaque fois, ici, on a l'enthalpie qui est super proche de la température. Ici, ce sera différent parce que le CP va varier avec le fait qu'on va produire, on va rajouter du carburant et donc on va produire beaucoup de CO2, beaucoup d'H2O, etc. Vous inquiétez pas, dans les exercices, soit on vous donnera un CP facile à calculer, soit on dira, ok, les fumées, on va les assimiler à de l'air pour ne pas se compliquer la vie. Alors, l'entropie, là, vous voyez que l'entropie, forcément, elle ne fait que croître, parce que je n'ai pas une isentropie pour de 1 à 2 et ni pour de 3 à 4.
Et le fait de chauffer, j'ai un apport d'entropie externe qui est à ce moment-là très très grand. La dernière colonne, ne vous inquiétez pas avec ça, c'est un concept que vous verrez plus tard et j'ai juste oublié de la retirer. Alors pour vous donner une idée de ce que ça donne, pour avoir ces 230 MW, j'ai un débit d'air de 437 kg par seconde. Donc c'est, pour rappel, 1,2 kg d'air à peu près par mètre cube. Et donc là, je vais avoir grosso modo 380 mètres cubes d'air qui rentrent dans ma turbine par seconde, quoi. Pour vous donner une idée de la taille que ça représente, quoi. Donc à peu près, pas loin des 400 mètres cubes. Et donc vous dites, ok, c'est quelque chose qui fait... vous avez 10 mètres sur 10 mètres fois 4 mètres de haut, quoi. Donc ça vous fait déjà un beau volume qui passe à chaque seconde à l'intérieur de votre turbine, quoi. Et vous voyez que le combustible, là j'ai 11,2 kg de gaz naturel par seconde, quoi. Donc là, si vous regardez, c'est aussi pour vous donner un autre ordre de grandeur, j'ai 56 000 mètres cubes de gaz qui passent à chaque heure. Là, le lambda, mais ça on y reviendra plus tard, ça c'est enfin, on va le dire justement maintenant, parce que quand je dis on y reviendra plus tard, c'est dans les cours suivants. Qu'est-ce que c'est le lambda? En fait, c'est la quantité d'air par rapport à la quantité de carburant que vous voulez brûler. Et donc, en fait, ici, on met 2,3 fois trop d'air pour brûler le carburant. Alors, pourquoi est-ce qu'on met beaucoup plus d'air qu'il en faudrait pour brûler cette quantité de carburant? Eh bien, en fait, qu'est-ce qu'on veut faire? Eh bien, en fait, c'est justement pour contenir la température. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ne pas atteindre plus de 1400 degrés, pour ne pas abîmer les matériaux, etc. Eh bien, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diluer cette chaleur dans plus d'air. Parce que sinon, en fait, la température d'une flamme de gaz, c'est toujours la même température normalement, et c'est une température qui est bien supérieure aux 1400 degrés. Eh bien, en fait, on va ramener plus d'air pour diluer cette flamme et que la température n'atteigne pas des températures trop excessives pour abîmer la turbine, quoi. Alors ici, oui, ça c'est la masse de gaz totale qui est simplement la masse de gaz à la sortie, bien c'est la masse d'air à l'entrée plus la masse de combustible, parce que forcément le débit massique, il est conservé, et donc toute la masse que vous faites entrer dans votre turbine doit sortir. Alors la puissance primaire, du coup, c'est 560 MW. La puissance opératrice, donc ça c'est la puissance vraiment que vous mettez comme combustible. La puissance opératrice, bien ça c'est 180, enfin donc la machine opératrice, pour rappel, c'est le compresseur, donc c'est 187 MW. La puissance motrice, c'est 426 MW. Et donc vous faites 426 moins les 180 et vous obtenez avec la perte mécanique plus ou moins les 230 MW, enfin exactement les 230 MW électriques. Le rendement du cycle est donc de 43%. Et comme j'ai un rendement mécanique, donc ça c'est le rendement du cycle, c'est vraiment la partie thermodynamique, donc c'est turbine moins compresseur en mécanique. Si je rajoute le rendement de conversion électrique, eh bien j'ai un rendement total de 41%. Et une perte à l'échappement au final. Donc là, je rejette encore 330 MW de chaleur à l'échappement qui est à 654 degrés. Et donc là, c'est pour ça qu'on va mettre un cycle à vapeur derrière, parce que il me reste encore 330 MW de chaleur produit à 650 degrés. Il y a une bonne partie de cela que je vais pouvoir récupérer pour, par exemple, chauffer de la vapeur jusqu'à 400-450 degrés. 400-450 degrés, ce ne sera pas un cycle à vapeur qui sera très performant, très haut rendement, mais ce sera déjà... il y aura déjà moyen d'avoir un rendement de l'ordre de 30-35% de récupérer et de encore transformer en électrique, ce qui permettrait du coup de récupérer 100 MW et donc d'augmenter de 10-15% le rendement total, quoi. Si vous avez bien remarqué dans la vidéo, c'est pour ça qu'ils en parlent et qu'ils donnent 2 chiffres après la virgule, mais ils parlent d'un rendement sur leur turbine gaz-vapeur de 62,22%. Pourquoi est-ce qu'on parle des 22%? Pour eux, c'est très important ces chiffres significatifs parce que les records, en fait, à l'heure actuelle de turbines ne se jouent pas de 62% à 61 et à 63 ou à 64, mais on est en train de jouer sur des dixièmes, voire des centièmes de pourcents gagnés. Et quand on parle de machines qui tournent énormément et qui ont ce genre de puissance, au final, 1% de 230 MW,
Ça fait quand même 2,3 mégawatts, c'est l'équivalent d'une belle petite éolienne, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre beaucoup plus sur les turbines à gaz. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas.